n'y a pas si longtemps, il ne nous aurait pas été possible de se rassembler ce soir comme nous le faisons dans cette salle. Il n'y a pas si longtemps, et sans aucune transition, on s'est retrouvés confinés dans nos maisons, éloignés de nos proches. Et sans aucune transition, on s'est aussi retrouvés face à la décision de faire ou pas un vaccin et face à l'obligation de porter un masque. Sans aucune transition, certaines de nos libertés ont été suspendues. Vous êtes-vous déjà posé la question de ce que seraient nos libertés dans un monde où le changement climatique serait de plus en plus impactant? Je vais le reformuler différemment. Alors que nous avons nos restrictions sanitaires encore fraîches dans nos têtes, esprits, est-ce qu'il serait envisageable qu'un jour, on serait tellement sous contrainte climatique qu'on aurait des restrictions climatiques? Et je pose donc cette interrogation ce soir. La transition bas carbone, une économie bas carbone, où sont les transitionneurs? Et pour ce faire, puisque je considère que malheureusement, ou heureusement pour certains, mais malheureusement pour moi en tout cas, la science influence de moins en moins nos opinions et nos décisions. Et j'ai pris le parti ce soir de répondre à cette interrogation de base en prenant une équation mathématique et donc en passant par une explication rationnelle scientifique. Cette équation, on la doit à un économiste japonais qui a mis en place en 1993 ce qui s'appelle maintenant l'équation de Kaya. Et cette équation se veut démontrer la façon dont nous devons travailler ensemble pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, le CO2. Alors, d'emblée, ça peut faire un peu peur, mais c'est très simple. En tout cas, c'est comme ça que je vois la mathématique. C'est un langage. Donc, si vous lisez avec moi de gauche à droite, c'est simple. Ça dit qu'il y a une certaine quantité, une certaine concentration des émissions de CO2 dans l'atmosphère parce que nous utilisons des sources d'énergie fossiles, que ces sources des énergies fossiles servent à produire des biens et des services, lesquels biens et services, nous les utilisons, nous les consommons. Je le relis de la même façon, mais cette fois-ci de droite à gauche. Il y a une population mondiale dont une certaine partie consomme et produise une certaine quantité de richesse ou un niveau de bien-être, de confort, ça dépend de ce que vous préférez, et que ce niveau de bien-être et de confort est produit par certains types d'énergie fossiles qui émettent du CO2. Voilà tout ce que dit cette équation et voilà tout ce qu'on a besoin de savoir pour ce soir. Il n'y aura pas de calcul, ça sera simple. Par contre, ce qui est clair aussi dans cette équation, c'est qu'il y a trois systèmes qui est mis de l'avant. Le système énergétique, le système économique et le système démographique. Et que ces trois systèmes interconnectés impactent la concentration des émissions de CO2. Le premier système, qui se veut être sur la partie énergétique, est cette production, on va dire, d'énergie qui émettent une certaine quantité de CO2. Donc le premier rapport, CO2 par énergie. On a pris l'habitude de le dire dans le langage international que c'est la composante énergie renouvelable. Et donc on a une solution pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. On choisit d'utiliser des sources d'énergie qui émettent moins de CO2, des énergies propres. Et cette première solution est une bonne nouvelle puisqu'elle nous permet de réduire. Et la bonne nouvelle, c'est que aujourd'hui, après tant d'années de transition énergétique, on est arrivé à simplement à empiler les énergies renouvelables au-dessus des énergies fossiles. Il n'y a pas eu vraiment de substitution au point où 85% en moyenne au niveau mondial de la production énergétique vient des énergies gaz, charbon, pétrole, fossiles, contre 20-25% au niveau des énergies renouvelables. Donc c'est une solution, mais elle n'a pas été activée assez vite. La deuxième solution, qui est celle de l'efficacité énergétique, ici en jaune, permet en fait de rendre notre mode de production un peu plus efficace. On construit des équipements qui vont consommer moins d'énergie pour faire la même production. On fabrique de l'électroménager dans vos maisons pour pouvoir améliorer cette performance. Et donc, c'est une bonne solution parce qu'on consomme moins d'énergie pour un même niveau de produit, un même niveau de service. La bonne nouvelle que je peux dire aussi par rapport à cette composante, c'est qu'au fil des années, on a amélioré l'efficacité énergétique
Et en même temps d'améliorer l'efficacité énergétique, on s'est rendu compte qu'en fait, la population s'est dit, puisque j'améliore, je peux avoir non pas un, mais 2, 3 réfrigérateurs, ou 1, ou 2, ou 3 smartphones, puisque je gagne en efficacité et que le produit est de plus en plus efficace. Donc, sur ces 2 composantes, qui sont 2 solutions tout à fait plausibles, la composante énergie renouvelable et la composante efficacité énergétique, on en revient à dire que la solution est technologique et qu'elle nous permet en fait de mettre en place un développement durable, une croissance durable. Et comme vous le voyez, j'ai mis des contraintes à ces 2 solutions. Et il y a une contrainte aussi qui arrive bientôt, c'est cette contrainte de ressources, de matériaux, qui va rendre encore plus compliqué les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique. Des matériaux qu'on appelle des métaux rares et qui vont nous emmener à être sur des tensions géopolitiques pour savoir qui va obtenir ces métaux et qui va en fait aller plus vite dans la transition énergétique. Il me reste à parler des 2 dernières composantes. Et là, on entre dans une complexité en fait par rapport à ces composantes parce que en fonction de là où vous vous placez, en fonction de l'individu ou le professionnel ou l'économiste ou que sais-je dans la société, on arrive en fait à avoir des complexités que beaucoup n'ont pas voulu aborder. Sur la population, il est clair que l'idée n'est pas de réduire la population ou de diviser par 10 par je ne sais quel moyen, mais de prendre en considération que ça a un impact. Et qu'en fait, en fonction de là où on se situe, si on est un individu, comme moi par exemple, je suis toujours en grand débat avec ma femme si on fera 4 enfants ou si on garde le premier qu'on a déjà, mais c'est pas anodin. C'est vraiment pas anodin, parce que peut-être qu'à Maurice, c'est pas tout à fait exposé, mais il y a bien une génération dans le monde qui se pose la question d'enfanter ou pas dans un monde sous stress climatique. La composante économique, la composante en rouge que j'ai soulignée ici, vient bien démontrer qu'on utilise de l'énergie pour faire le système économique, pour produire des biens et des services. Et ça me rappelle une phrase que disait toujours mon prof d'économie en école d'ingénieur, et à l'époque, j'avais strictement rien compris à ce qu'il disait, parce que moi, j'étais intéressé à poser des panneaux solaires. Et lui, il disait, vous verrez, l'économie, ce n'est ni plus ni moins que de l'énergie transformée. Il n'y a pas d'économie sans transformation d'énergie. Et dans le monde dans lequel on arrive, avec les tensions énergétiques qu'il y a, on se rend compte que de plus en plus, il y a des modèles de développement, des modèles qui sont préconisés par les scientifiques, par des groupes d'économistes, par des politiques, et ils annoncent cela comme étant de la sobriété. C'est à la mode. Alors que vous appelez ça sobriété, que vous l'appelez décroissance, que vous l'appelez néolibéral, capitaliste, peu importe, moi, à la limite, ça ne m'intéresse pas l'idéologie qu'il y a derrière, de la façon dont on veut atteindre un niveau de confort, et quel est le niveau de confort qu'on souhaite pour une société. Ce qui, moi, m'intéresse, c'est que factuellement, scientifiquement, il est clair qu'on arrive face à un problème, que ce soit le problème pris dans le sens de réduire les émissions de gaz à effet de serre, ou que ce soit dans le sens qu'il y a bientôt plus de sources d'énergie pour répondre à notre système économique. Et pour faire cela, il faut trouver des nouvelles solutions, de nouvelles aptitudes, de nouvelles idées. Il faut reconnaître qu'on part sur un point de bascule entre des solutions traditionnelles classiques et des solutions qu'on n'a pas voulu jusqu'à présent aborder. Et rentrer en fait dans cette transition, c'est pour ça que j'appelle à avoir des transitionneurs, qui acceptent d'aller à un nouvel état. Et comme je dis que je parlais de science, je voulais juste très très rapidement dire quelque chose sur la mécanique quantique. Quand vous observez la matière, et que la matière est soumise à un état de chaleur, on dit que la matière est excitée. Et que dans cet état d'excitation, la matière ne peut pas produire grand-chose. Par contre, quand vous observez la même matière dans un état beaucoup plus froid, la matière développe de nouvelles propriétés. Des propriétés qui n'étaient même pas visibles quand elle était soumise à la chaleur. La science appelle ça le froid absolu. Ce soir, je voudrais juste l'appeler notre être intérieur. Puisque cette composante rouge-là nous appelle forcément à nous questionner, nous, à notre propre intérieur. La science appelle le zéro absolu, le froid absolu. Moi, je voudrais même peut-être l'appeler ce soir notre être spirituel que nous avons bien souvent délaissé pour prendre des décisions. Que nous reste-t-il à faire, en fait? Il est important maintenant de voir ces nouvelles aptitudes qui vont nous permettre de mondialiser ce qui doit être mondialisé et de démondialiser ce qui doit être démondialisé. De croître ce qui doit être croître
et de décroître ce qui doit l'être aussi. Et de pouvoir également envelopper ce qui doit l'être et à la fois développer. On rentre dans cette complexité-là et je réalise en fait que pour le faire, on a vraiment besoin d'un collectif, de se rassembler, d'être le plus possible collaboratif, en concertation, de développer toutes les énergies possibles afin de respirer ensemble. Il nous reste la dernière bulle d'air, la science nous le dit, pour respirer ensemble et avoir cette solution dont nous avons besoin. Nous avons la tête suffisamment hors de l'eau, le climat est suffisamment frais pour le faire maintenant. Et quand vous allez à la racine des mots, respirer ensemble, ça veut dire conspirer. À la racine des mots. Je vous appelle ce soir à la plus grande conspiration qu'il nous reste à faire en tant qu'humanité. Kaya, Yaka, Kaya, je dirais même mieux, il n'y a plus qu'un. Merci.